Bons élèves. Bon ben voilà, on va pouvoir commencer. Donc, je m'appelle Entebin, je suis critique de cinéma à la Revue Positif, qui est un mensuel de cinéma, et j'ai l'honneur d'animer cette masterclass avec le directeur de la photo, chef opérateur, c'est des synonymes, Yves Cap, donc que je remercie pour sa présence, qui a déjà présenté notamment hier Nouvel Ordre, et puis ce matin Flandre, donc hier le film de Michel Franco, et ce matin le film de Bruno Dumont. Qui était ce matin au film Flandre? Très bien, ben voilà, donc de toute façon, après avoir parlé avec Yves, je vais vous donner la parole pour lui poser ses questions. Et, que ce soit pour les films dont on va montrer des extraits là ou pour les films que vous avez vus ce matin ou hier. Et puis, je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire vos débuts. Yves Cap, comment est-ce que... Alors, vous êtes belge. Comment est-ce que vous êtes devenu directeur de la photo? Par quel chemin est-ce que ça... c'est arrivé, ça, à vos débuts? Alors, Bin, tu vas m'appeler Yves, et moi, je vais t'appeler Bin. D'accord. On va arrêter de dire Bin, Yves Cap et Bin. Et on va arrêter de... Alors, du coup, on se tutoie? On se tutoie. Allez, très bien. Bon, ça, c'est... Alors, c'est un grand pas qui est passé entre nous, là. Alors, moi, en effet, je suis belge, je suis né à Bruxelles. J'ai fait des études d'abord de photographie. Une école qui s'appelle les ateliers du 75, comme vous dites chez vous. Nous, on dit les ateliers du 75. Une école dédiée à Cartier-Bresson, je dirais vraiment dans cette lignée-là, une école de reportage. J'étais absolument pas doué pour ça. Et je me suis très vite orienté vers le portrait. Puis assez vite. Pourquoi pas doué? Ça veut dire quoi? En fait, j'avais dans ma promotion des gens beaucoup trop doués pour moi, en fait. Et la comparaison me faisait très mal. C'est-à-dire Eh bien, ils arrivaient à se... Donc, Cartier-Bresson, c'est quand même partir dans la rue et choper des moments magiques. Et voilà, et comment est-ce qu'on fait ça? Moi, j'arrivais pas à faire ça, en fait. Alors maintenant, ce type de photographie a évolué. Maintenant, c'est plus, on s'introduit chez des gens. Donc moi, je me suis orienté vers le portrait assez vite, avec l'aide de mes professeurs, parce que c'était pas du tout une école dédiée au portrait. On faisait absolument pas de pub, absolument pas de studio dans cette école. C'est vraiment une école dédiée à ça, au tirage, etc. Très belle école d'ailleurs. Et je me suis rendu compte, en fait, assez vite que j'étais pas fait pour un travail individuel. Que ce que j'aimais, c'était le travail d'équipe. Mais j'ai mis du temps pour comprendre ça. En fait, c'est pas quelque chose que vous ne laissez pas en vous disant tiens, j'aime bien travailler avec d'autres gens. Donc j'ai découvert ça en fait en faisant de la photographie parce que je me suis rendu compte que j'étais assez souvent seul. C'est pour ça d'ailleurs probablement que je me suis orienté vers le portrait puisque j'avais un contact avec les gens. Et un petit peu le hasard a fait que ma petite amie de l'époque était en montage à l'INSAS. Autre très bonne école à Bruxelles. C'est la grande école de cinéma, c'est l'équivalent belge de la FEMIS en France. Voilà, la FEMIS a une pédagogie copiée sur la pédagogie de l'INSAS, élaborée par Guylain Cloquet dans les années 60. Grand directeur de la photo. Français. Et donc j'ai réembrayé sur des études de cinéma, donc j'étais déjà vieux pour un étudiant, puisque j'étais parti après le lycée pendant un an aux États-Unis, où je voulais faire tout à fait un autre métier, ingénieur naval. Je suis revenu, j'ai dit à mes parents que je voulais faire une école de photo, déjà psychodrame. Et donc, je me suis retrouvé à la sortie de l'INSAS, j'avais 26 ans, et j'avais une obsession, c'est que je voulais travailler. J'ai passé des merveilleuses années à l'INSAS, à faire des courts-métrages, à travailler non-stop. Alors quand vous dites faire, c'est-à-dire vous faisiez l'image ou la photo, ou bien vous réalisiez aussi Le principe de ces pédagogies, c'est qu'on passe tous à peu près par tous les postes, en fait. Donc on avait des films de fin d'études où on faisait la photo, parfois le cadre, mais aussi on était électro, machinaux.
assistant caméra. Voilà. Alors peut-être que c'est peut-être le moment de définir un peu ce que c'est que faire la photo, d'être directeur de la photographie d'un film. Alors ça c'est une définition qui pour moi est très compliquée. On me pose souvent la question, évidemment, j'ai beaucoup d'amis qui ne travaillent pas dans le cinéma, heureusement, et qui me disent mais c'est quoi exactement ton métier? Moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que c'est d'accompagner des réalisateurs dans leurs rêves. C'est ça mon métier. Vous allez me dire, c'est facile ça. Oui, parce que l'assistant réalisateur aussi l'accompagne. Absolument, mais je pense que je ne suis pas le seul à l'accompagner dans ses rêves. Oui. Je fais partie d'une équipe que le réalisateur a choisie et on est là pour l'accompagner dans ses rêves. Et chacun à notre poste, l'assistant réalisateur, le chef d'écho, le son, l'équipe, les costumes, enfin la production bien évidemment, enfin tout le monde, on est là pour accompagner le réalisateur dans son rêve. Et maintenant, si je vous réponds honnêtement, mon travail c'est de m'occuper de la lumière et du cadre. Oui. La lumière et le cadre, c'est aussi très vague. Moi, je suis bien évidemment beaucoup plus attiré par le cadre parce que c'est ce qui est le département, enfin le cadre, c'est la mise en scène. C'est la caméra. C'est la mise en scène, en Ouais. fait. Le cadre, c'est la mise en scène. Ce qu'on met dans le cadre, c'est le premier jet de mise en scène, en fait. Et donc, je suis plus attiré par ça que par la lumière, mais mon poste fait que je m'occupe des deux. Et je partage souvent, parce que c'est des postes qu'on peut séparer, on peut avoir un cadreur et un chef opérateur, donc une personne qui s'occupe plus de la lumière, l'autre plus du cadre. Et moi, je cumule souvent les deux postes parce que c'est un peu une tradition française, ou plutôt même une tradition du cinéma, je dirais, d'auteur, parce que les réalisateurs aiment bien avoir un interlocuteur plutôt que deux. Voilà, mais ce n'est pas une règle. Juste en passant, nous sommes d'une génération non inclusive dans le langage. Donc, quand Yves dit le réalisateur, ça peut être la réalisatrice. Bien je précise. évidemment. Le chef opérateur, ça peut être la chef opératrice. Absolument. Ouais. Et donc voilà, je suis sorti de l'INSAS. Je pense que j'ai toujours souffert à cette époque-là d'un, comment dire, je ne me suis jamais pris pour un génie. Vous savez, ça existe. Hein, on croise des gens qui se prennent pour des génies. Moi, j'ai du talent, c'est sûr. Sinon, je ne serais pas arrivé là où je suis. Mais je n'ai pas de génie. C'est-à-dire que le génie, pour moi, c'est quelque chose... j'en ai jamais rencontré, d'ailleurs, personnellement. Si on a dans la salle qui se lève. Mais voilà, j'ai toujours pensé que mon métier était très lié à une technicité, comment dire, une force à pouvoir amener avec moi, suivre un réalisateur, amener avec moi une équipe, suivre un réalisateur. Donc, mais j'avais pas cette confiance en sortant de l'INSAS, donc par chance, j'ai eu l'occasion de travailler comme machiniste. Et j'ai travaillé 3-4 ans comme machiniste. Et qu'est-ce qui fait le machiniste? Le machiniste, donc, c'est lui qui installe, je dirais, d'abord tout ce qui est les outils pour filmer, c'est-à-dire les travelling, le pied, la tête, etc., mais aussi la lumière. Ça peut être d'accrocher des projecteurs très hauts, etc. C'est pas l'électricien qui fait ça? Non, c'est en France. Alors aux États-Unis, oui, mais en France, c'est les machinaux qui, si le réalisateur veut un projecteur, enfin pas le chef opérateur veut un projecteur Lambeau, ben c'est le machinau qui va faire l'accroche. L'électro ira poser le projecteur. Ah voilà, c'est assez. C'est très compartimenté. Voilà. Le cinéma, c'est un petit côté très militaire là-dedans. Mais bon, passons. Et donc en fait. J'ai fait quelques années de machinerie, ça me plaisait énormément, et puis surtout il y avait un truc très particulier pour moi, c'est qu'enfin je gagnais ma vie. À 26 ans, c'était pas un exploit. Et donc je gagnais bien ma vie parce que j'enchaînais, je travaillais avec un chef machinot assez connu en France, Benoît Tonissen. Et j'enchaînais les tournages, les longs métrages, les publicités, etc. Vous étiez son assistant? J'étais son assistant, absolument. Et donc, à un moment donné, au détour d'une conversation, j'ai compris que si je voulais faire autre chose, je devais faire un pas moins, en fait.
Et donc, je suis devenu deuxième assistant caméra. Donc, le deuxième assistant caméra, c'est celui qui aide le premier assistant caméra, qui lui-même aide le chef opérateur. C'est une chaîne sans fin, qui lui-même aide le réalisateur, qui lui-même fait son film. Et donc le deuxième assistant caméra, globalement, à l'époque, c'est moins vrai maintenant, mais enfin si, c'est toujours la même chose, mais ça a changé de terme. À l'époque, globalement, c'est lui qui chargeait les magasins. Ça veut dire mettre de la pellicule voilà, dans les chargeurs. Dans les chargeurs qui eux-mêmes, donc maintenant, ça s'appelle des data. On met des cartes, voilà, c'est lui qui gère toute la gestion des rushs, je dirais, donc de ce qu'on filme au fur et à mesure de la journée. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est le deuxième assistant. Deuxième assistant caméra. Et aussi, c'est pas que ça, hein, excusez-moi, mais je limite un peu pour ceux qui connaissent ça, mais j'essaie de schématiser, mais aussi il gère tout le matériel, l'entretien du matériel pendant la période de tournage, les essais, etc. etc. Il y a plein de choses qui incombent au deuxième assistant caméra et au premier assistant caméra. Et donc j'ai travaillé un tout petit peu comme deuxième assistant caméra, et puis un ami à moi qui était premier assistant caméra s'est cassé le bras. Et ça a été la chance de ma vie. Il m'a filé 2 mois de publicité comme premier assistant caméra. Le premier assistant, notamment, c'est ce qu'on appelle le pointeur. C'est ce qu'on appelle le pointeur. Il fait le point. Donc là, vous passez une étape au-dessus, parce que mon avis par rapport au pointeur, c'est que soit vous êtes doué, soit vous n'êtes pas doué. Soit vous arrivez à faire ça, soit vous n'y arrivez pas. Il faut beaucoup d'inconscience pour être un bon pointeur, en fait. Et beaucoup il faut être assez zen, en fait. Voilà, moi, je suis absolument pas zen, vous en rendez compte. Et donc, c'est un métier qui a été une douleur pour moi. Parce que j'ai dû complètement changer, j'ai dû avoir de l'ordre, enfin, j'ai dû commencer à organiser... parce que pour être premier assistant caméra, il faut avoir vraiment de la méthodologie. Je n'étais pas du tout quelqu'un comme ça, donc je me suis acheté une caisse à outils avec des petits outils. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma pensée, etc. Et puis, après, le moment où vous vous retrouvez sur le follow focus, maintenant ça se passe comme ça, mais à l'époque c'était comme ça. Ben, c'est un peu... voilà. Après, c'est un métier fantastique parce que vous êtes au front, vous êtes devant le comédien. Donc vous êtes aux premières loges. Pour la création de ce qui est en train de se faire, c'est fantastique. Et si vous faites mal votre métier, il n'y a pas de film. Hein. Ah, mais si vous faites flou, non, ça va pas. Non. Et puis, ça peut... Ouais, non, ça ne va pas. Parce que... alors, sur les photos de tournage, le premier assistant caméra, c'est celui qui a un mètre ruban, souvent. Voilà, maintenant c'est de moins en moins le cas, mais à l'époque, en effet, on travaillait ce qu'on appelait le décamètre, donc avec un mètre ruban, on mesurait les distances, mais évidemment, un bon assistant caméra sort le moins souvent le décamètre. Oui, il fait à l'œil. Alors, enfin, tout ça, c'est des méthodologies de travail. On pourra parler de ça après si vous voulez, mais moi, je fais partie d'une école. J'ai été éduqué par des chefs opérateurs qui voulaient pas de marque au sol, pas de décamètre, etc., etc. Donc, c'est tout au feeling. C'est-à-dire, madame, vous êtes à 4,62 m. OK. Voilà. Mais je me trompe peut-être d'un mètre, et donc vous êtes flou. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu ça le métier de premier assistant caméra. J'ai fait ça 6-7 ans. J'ai fait une quarantaine de films. Oui, c'est énorme. J'ai fait une quarantaine de films de long métrage. À l'époque, la série n'existait pas, de téléfilms avec plusieurs opérateurs. Ce qui est fantastique aussi, j'oublie de le dire, quand on est assistant caméra, évidemment, c'est qu'on rencontre des chefs opérateurs et qu'on a l'occasion de travailler avec voilà, de les regarder travailler. C'est aussi un très très bon poste d'observation. Même s'il est stressant par moment, mais c'est quand même un très bon point d'opération. On est au cœur de la création quand même, parce que c'est vous qui déplacez la caméra, qui changez les objectifs, vous comprenez ce qui est en train de se faire. En fait, si vous êtes un peu attentif et que vous avez un peu de jugeote. Et est-ce que parfois vous dites, tiens, moi j'aurais pas fait comme ça? Ah non. En tout cas, pas dans mon école. Pas dans mon école, non. Chacun a son voix. Si, discrètement, oui. Au chef opérateur. Je pense pas qu'on devrait mettre le 50. Voilà, mais discrètement. Oui, mais pas dans votre tête. Ah, bien, dans notre tête, bien sûr, ça turbine. Et d'ailleurs, c'est ça en fait le point de rupture. Le jour où je me suis dit que je voulais passer chef opérateur, j'ai une expression pour ça que m'avait donné un opérateur avec qui j'avais été discuter un soir et qui m'a dit, mais tu deviens hyper emmerdant, Yves, sur les tournages. J'étais assistant caméra, il dit, tu deviens hyper emmerdant. Il me disait pas ça comme ça, il me disait que j'étais chiant même. Mais donc... Et en fait, il m'a dit, mais Yves, en fait, tu as envie de passer calife à la place du calife. Et en fait, c'était exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un point de rupture où je me rendais compte que, en fait,
j'avais envie d'intervenir, mais mon éducation cinématographique, les gens avec qui j'avais été élevé, les chefs opérateurs qui m'avaient élevé, parce que c'est comme une paternité ou une maternité, puisque j'ai travaillé comme assistant caméra principalement avec des hommes, mais avec des femmes chefs opératrices aussi, et avec des femmes réalisateurs. J'ai fait pas beaucoup de films quand j'étais assistant avec des femmes réalisatrices. Et donc, en fait, un jour, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, je deviens insupportable. Je faisais beaucoup de courts-métrages comme chef opérateur entre les longs-métrages que je faisais. J'avais beaucoup de travail à l'époque. J'avais rencontré énormément de chefs opérateurs. Je ne vais pas les citer tous, mais un opérateur belge vraiment fantastique, Walter Van den Eyde, un cadreur, Luc Drion, Yves Van der Meer. Tout ça, c'est des Belges. J'ai travaillé beaucoup avec Robert Alazraki, avec Michel Abramovitch, avec Tetsuo Nagata. J'avais la particularité de faire beaucoup de longs métrages, mais aussi beaucoup de publicité comme assistant. Donc j'ai rencontré énormément, j'ai travaillé même avec Patrick Duroux. Enfin voilà, j'ai rencontré énormément d'opérateurs différents. Et ce qui est fantastique évidemment, parce que vous apprenez plein de méthodes différentes de travail. Et globalement, ça vous rééduque. Enfin, l'éducation, c'est peut-être l'INSAS, le 75, mais quand même, ça fait partie de mon éducation, totalement. Donc voilà. Et donc un jour, je suis devenu chef opérateur. On peut juste, en quelques mots, si c'est possible, quand vous dites il y a plein de méthodes de travail, ça veut dire quoi, 2 opérateurs qui ont des méthodes de travail différentes, par exemple? Ah ben, on vient de parler de cet exemple. Moi, j'ai été élevé. Alors, j'ai oublié de citer une personne, évidemment, c'est Charlie Van Damme, qui a été mon professeur à l'INSAS et avec qui j'ai eu la chance par après de travailler comme assistant caméra avec lui, et j'ai même fait son long métrage qu'il a fait comme réalisateur, comme assistant caméra. C'est une époque, et c'est très bien que tout ça ait changé, où il y avait une hiérarchie et un ordre. Moi, quand j'étais assistant caméra, j'ai travaillé un peu avec Jean-François Robin. J'ai une anecdote par rapport à ça. C'était Ariane Damin qui était assistante caméra. C'était un film de Jean-Philippe Toussaint qui se tournait quelques jours en Belgique, et c'est Jean-François Robin qui était chef opérateur. Et le matin, donc quand vous êtes assis en caméra, on vous confie la caisse du chef opérateur. Petite caisse dans laquelle il a ses petites choses à lui. Ça malle au trésor. Voilà, sa cellule, sa boussole, parfois son thé pour midi, etc. etc. Et Jean-François Robin vient le matin au camion et il commence à me parler. Enfin, d'abord, il attend un peu devant le camion. Puis il commence à me parler. Et je me dis, ah tiens, sympa, il me parle. D'habitude, à l'époque, les chefs... il ne parlait pas au deuxième assistant caméra, ou très peu, où il lui disait bonjour. Et là, il me parle. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, ça dure 2, 3 minutes, 4 minutes. Puis, à un moment donné, il me dit, et ma valise? Et donc, en fait, il attendait sa valise, en fait. C'était ça, en fait, le boulot de l'assistant, le deuxième assistant caméra. Il y avait une notion de service qui était vraiment extrêmement importante. Moi, quand je dis que c'est bien que c'est changé, donc il y a cette école-là, je dirais, assez rigide, avec des choses très établies, des hiérarchies très établies. Et puis, il y a des écoles plus bordéliques, dont, en France, on a une très bonne école de ça. Sans doute que l'école de Bruno Luyten était une école plus bordélique, avec toute la hiérarchie des gens qu'il y a eu, Pierre Novion, Pascal Marty, etc. C'est une chose qu'on veut faire à l'AFC, c'est on aimerait bien faire un arbre généalogique de la cinématographie française. Et il y a vraiment des écoles différentes, des gens, des façons d'éduquer différentes. Maintenant, quand je dis que c'est bien que ça ait changé, pas du tout que je suis pour le bordel total sur un tournage, bien évidemment, parce que je pense que pour faire avancer un tournage, il faut un minimum de coordination et de discipline. Enfin, ouais, c'est un mauvais terme. D'organisation. D'organisation, et surtout, il faut un espèce de même élan vers le même point, quoi. Et donc, pour ça, il faut quelqu'un qui guide ce même point. Donc, c'est le réalisateur, bien évidemment. Et puis après, les gens en dessous essayent d'aller tous vers le même point, ce qui n'est pas évident. Hein. Ce qui semble simple comme ça quand on le dit, mais ce qui n'est pas évident. On peut aller tout à fait dans des voies différentes. Voilà, donc c'est ça, en fait, les deux voies. D'accord. Alors, on va passer un extrait d'un de vos premiers films, sinon le premier. C'est un film, je dois dire que non seulement je ne l'avais jamais vu, mais je n'en avais jamais entendu parler. Dans la principale base de données mondiale sur le cinéma, qui s'appelle IMDb,
Ce film existe, il est répertorié, mais il n'y a pas de nom de chef opérateur parce qu'ils ont pris le titre dans un catalogue d'un festival qui était le festival de San Sébastien à l'époque et où le nom de Yves IV n'était pas mentionné. Donc voilà. Alors, juste quelques mots avant de voir le film, parce que là, c'est une séquence en plus. Le film est en espagnol, il n'est sous-titré qu'en anglais, puisqu'il n'est jamais sorti en France. Ça s'appelle Esperanza et Sardinas, de Roberto Romeo. Et alors, c'est comment le passage Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'on me demande souvent comment on démarre comme chef opérateur. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Hein. Il faut faire des films, quoi. Il faut travailler. Moi, j'ai fait beaucoup de courts-métrages. J'ai fait, comme je vous ai dit, de l'assistanat. Donc, j'ai rencontré énormément de gens, en plus de ma famille quand même, de l'INSAS, de ma promotion, comment on appelle ça. Et donc... Roberto, je l'ai rencontré parce que j'avais fait comme assistant caméra un film avec un réalisateur qui s'appelait Henri Héré, où j'étais assistant caméra avec Luc Pagès à la photo et Luc Drion au cadre. Et je m'étais très bien entendu avec le réalisateur. On avait gardé des contacts et un jour il m'a appelé, il savait que je faisais beaucoup de courts-métrages, il était d'ailleurs venu à 1 ou 2, 3 projections que j'avais fait à Paris de ces courts-métrages, et donc on était amis, disons. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai un ami qui va réaliser son premier long métrage en Espagne, est-ce que tu as envie de partir? Et c'est le début de la fin pour moi. À partir du moment où vous acceptez de partir une fois, ben vous partez 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis voilà, 40 ans après, j'ai pas arrêté de partir. Voilà. Donc, c'est un film qui se passe dans une petite ville espagnole. Le film est en noir et blanc, c'est un film un peu énigmatique. Il y a des tas de personnages qui n'arrêtent pas de parler. Et on s'aperçoit que c'est une sorte de film policier, puisque le personnage principal, c'est le policier, le commissaire de la ville, qu'il y a des trafics de drogue. Et à un moment, il y a un ancien trafiquant qui apparemment a connu une autre époque au Maroc, et que ce policier vient voir. Et il y a un côté étrangement presque documentaire dans ce film, mais il y a aussi un côté qui est beaucoup apporté par la manière dont c'est filmé, un côté film noir, thriller, qui fait penser au grand classique américain du film noir. Donc, je voudrais que vous regardiez cette séquence qui vous paraîtra peut-être un peu énigmatique parce que vous ne comprenez pas exactement de quoi parle le film, mais la façon dont c'est filmé, c'est quand même assez frappant. Alors, Esperanza et Sardinas, l'année c'est 1993, je crois, quelque chose comme ça. 1904. Alors, attendez, je l'ai noté quelque part. 96. Allez. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que en Navidad nos damos una tregua? Después de todo no somos hombres de buena voluntad. Déjalo, ya lo recojo yo. Esto es solo para hombres. Estás en tu casa, de acuerdo. Pero fumar delante de un representante del orden no dice mucho en tu favor, ¿eh? Bueno. Estamos solos y no hay tiempo que perder. Dime enseguida qué te trae por aquí. Estás perturbando la serenidad de mi espíritu. ¿Qué hay entre tú y la sardina? Nada. Poca cosa, pero ya lo sabes. Muchas cosas se están moviendo en el pueblo. No me gusta. No es bueno para nuestros asuntos. La feria que distrae, se bebe. No sé, me da mala espina. A mí tampoco me huele bien. Maldito perro. Tranquilízate. Mis intereses siguen siendo los mismos que los tuyos. Me lo he estado preguntando. ¿Han visto a la sardina y a tu niña juntos? ¿Tienes algo que ver con eso? Cuando sale de aquí va y hace lo que le da la gana. No es ninguna novedad. Sí.
pero nunca los viernes. ¿Y qué? También tengo derecho a divertirme el domingo como un honrado trabajador. Te aferras demasiado a las costumbres. Si no luchas, envejecerás muy rápido. También sé que la sardina conoce muy bien a la pequeña. ¿Me oyes? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Crees que eso puede molestar a mi niña? Oye, aquí no se llora. Ella es como yo. Su corazón se ha secado. ¿Es eso todo lo que me tenías que decir? Los tiempos son duros. ¿Has visto mis almendros? Han reventado. Ellos también están muy secos. Esa es la enfermedad de esta casa. Y ya es hora de que nos ocupemos en serio de nuestros asuntos. Porque no es mi pequeño retiro de invalidez el que me permite tomarme un buen coñac después del café. A propósito, tengo algo interesante. ¿Sabías que a los indios se les ha despertado la gula y me han comprado 1 kilo de chocolate? Dime qué significa eso. Querrán ponerse por su cuenta. Las que se imaginan que pueden hacerse con la droga confiscada en comisaría. Reconozco que es una buena idea, aunque es una pena que se nos ocurriera antes que a ellos. Te apuesto lo que quieras a que Pedro no está dentro. Claro, él lo que quiere es negociar con heroína. Eso no es bueno. Es peligroso, trae malas costumbres. Fuerza a la policía a intervenir. ¿Y qué crees que vamos a hacer? Pues intervenir. La verdad es que te llevas bien con el gitano. Te equivocas. Es al Callao al que hay que darle las gracias. Es él el que ha venido a verme. Este Callao. Le daría un abrazo por lo bien que se porta. ¿Sabes que en Tánger también había un chivato? Todos lo sabíamos y nos aprovechamos de él. Hasta que un día... Déjate del pasado y ten cuidado del presente. Es todo lo que tenemos por ahora. Ya te lo decía antes, los tiempos son duros. Hay que ponerse a trabajar. Tengo que ser prudente. Solo hay 2 kilos, pero es lo único que podía coger. Sí, tenemos que ser prudentes. ¿Sabías que la mafia también estaba en Tánger? Bueno, te hablo de la posguerra. Me dijeron que estuvo el mismo Lucky Luciano. Bueno, eso fue lo que me contaron. Te he contado la primera vez que dejé mi barrio, el pequeño zoco. Me escapé escabulléndome. Y después no podía volver. Cuanto más me alejaba, más me hundía. ¿Has notado lo difícil que es hacer marcha atrás cuando se quiere subir una cuesta? Yo no podía. El problema es que me había alejado demasiado. Y tengo que reconocer que me había perdido en la que creía que era mi propia ciudad. Has acabado. Podemos dejar ya tus bonitas historias de la infancia y volver a las cosas serias. Bueno, así que las cosas serias. Pues lo que yo te cuento es muy serio. Voilà, c'est très étrange. Le film est entièrement comme ça, c'est-à-dire c'est très très bavard. La moitié du temps, on ne comprend pas exactement de quoi il parle. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose de super important, on passe à une autre scène. En gros. Ouais, donc c'est tourné dans le village San Vicente qui est à côté de Alicante, qui est où il y a le vieux village et maintenant une très très grosse cité universitaire qui sont totalement séparés. C'est vraiment un village de banlieue, c'est très très moche. Et la vie culturelle se passe dans un café en fait. Et Roberto, qui est originaire de ce village, sa mère habite là, sa sœur, sa nièce. Et en fait, il y a un côté presque documentaire. Mais en fait, pour Roberto, d'ailleurs, Roberto est devenu un réalisateur de documentaires. Pour Roberto, c'était un documentaire sur sa ville. C'est sa réalité, quoi. C'est sa réalité. Je donne un petit exemple. Dans cette ville, dans ce village, pardon, il y a traditionnellement chaque année un concours de la meilleure herbe. Alors ça peut vous sembler étrange, mais et en fait, il n'y a pas de prix évidemment quand vous faites la meilleure herbe. Il y a simplement que vous êtes le type qui vendait le plus d'herbes.
puisque vous avez la meilleure herbe de l'année. Et en fait, c'est quelque chose qui existe parmi ces jeunes. Ça parle de ça au café. Tu as l'herbe d'un tel, etc. Et donc, il y a ce mélange d'acteurs non professionnels, ce qui est le cas de... Donc là, il y a Emmanuel Deblas, le vieux... Qui tient le village, globalement, le vieux Emmanuel Deblas, qui est un grand comédien espagnol, avec le jeune homme qui joue le policier, qui lui était d'ailleurs qui a organisé tout le tournage avec Roberto là-bas dans ce village, qui est originaire de ce village, qui est pas comédien du tout. Donc vous voyez, ça donne des trucs assez exceptionnels, parce que voilà, et c'est un mélange. On a fait il y a énormément de ces scènes de café dans ce film. C'est vraiment, c'est presque un film sociologique en fait sur ce village en fait, avec évidemment, c'est pour ça. Et je pense que c'est ça le cinéma d'ailleurs. C'est quand on veut faire une fiction par rapport à ça, il faut l'envelopper dans un genre. Les réalisateurs de Taïwan ça disent beaucoup en fait. C'est très facile de se mettre dans un genre. On fait des films d'horreur, mais en fait on raconte pas du tout des histoires de films d'horreur, on fait des films politiques. Donc c'est un peu ça en fait ce film-là. C'est un film entre guillemets policier, ça c'est le genre. Ouais. Et en fait c'est un film sociologique sur ce village qui ne vit globalement, ils n'ont pas de travail et ils vivent du trafic. De tous les trafics d'ailleurs, pas que le trafic. Voilà. Alors, c'est tourné en 16 mm, c'est-à-dire qu'à l'époque était un format, pas un format professionnel pour le cinéma. Ouais, quand même, il y avait des films qui se faisaient en Super 16. Les films fauchés. Ouais, les petits films, les films fauchés, c'est tourné en Super 16. Et le noir et blanc aussi. Noir et blanc, parce que ça, c'est Roberto qui tenait à ça. Il y a qui stylise tout de suite. Voilà, évidemment, c'est assez facile de styliser. C'est plus facile, disons, de styliser en noir et blanc qu'en couleur. Dans un endroit un peu moche ou pas trop photogénique. On n'a pas d'argent pour faire la déco, etc. Et dans un endroit un peu moche, etc. Moi, je suis descendu là-bas en Espagne. Il y a juste Marie Spencer, qui était mon assistante à l'époque. Qui est venue d'ailleurs ici au Festival Chef-Op il y a quelques années. Qui est chef opératrice maintenant. Et on a fait ce film à deux, en fait, avec Marie, avec des gens de là-bas qu'on nous avait présentés, qui ont fait électro-machinaux, mais qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. On avait fabriqué des projecteurs nous-mêmes avec Marie, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, des Kinoflow, etc., des bacs néons, etc. On avait fabriqué 2-3 petits projecteurs, parce qu'il y a énormément de scènes de voitures de nuit aussi. Voilà, c'est un film fait à la débrouille, avec... je pense qu'on devait avoir 2-3 mandarines. C'est deux bacs. Je crois qu'on avait fabriqué 4 bacs néons comme ça. On a lu. Les mandarines, c'est des petits projecteurs de 500 kW. Qu'on branche sur les prises, qui ne nécessitent aucune technologie particulière. Voilà, parce qu'il y a pas mal de nuits, donc on se débrouillait comme on pouvait. Mais c'est super beau en fait ce qu'on a vu. Alors, il y a une anecdote assez drôle que j'ai racontée à Bin, c'est que donc en fait, qui dit pellicule à l'époque dit qu'il faut un labo pour développer cette pellicule. Donc on tourne en négatif, on envoie ça à un labo, Madrid en l'occurrence ici, et ça nous revient quelques jours après. Et donc, moi, j'avais amené un projecteur Super 16 de France et tous les soirs, pour regarder les rushs. On se regardait les rushs en projection avec tous les gens du film. Donc, ça faisait des gros fous rires, etc. Parce que c'est moi, tu parles mal, etc. Et donc, c'était assez difficile de se concentrer. Et un jour, on fait une séquence dans un marché et les rushs reviennent et c'est hyper contraste, un peu ce que vous voyez là, c'est hyper contraste, c'est globalement du noir et du blanc en fait. Très peu de gamme entre les deux, et c'est une erreur du laboratoire. Donc évidemment, moi, chef opérateur, responsable de l'image, tout d'un coup, problème, c'est pas bien, etc. J'appelle le labo, etc. Ce qui s'est passé. Et puis bon voilà, ils ont refait un tirage qu'on a revu, etc. Et puis quand on est arrivé à l'étalonnage, Roberto m'a dit, mais tu te rappelles cette séquence qui était pas bien, est-ce que c'est pas une direction ? Et en fait, on a étalonné le film comme ça. Donc, c'est toujours une leçon, moi, je trouve. Selon l'erreur, en fait. Exactement. Mais c'est ça, Walter Van Den Eyde me l'avait dit un jour, l'opérateur avec qui j'avais travaillé. En fait, ce qui est important quand on fait une erreur sur un tournage, c'est de la signaler tout de suite, en fait. C'est la seule règle, en fait. C'est que quand on fait une erreur, quel que soit le poste, chef opérateur, assistant caméra, chef machinot, chef électro, même script, bazar, enfin tout, au son, à la perche, il faut le prévenir tout de suite, parce qu'en fait, ça permet de recommencer. Si vous attendez 2-3 heures, c'est trop tard. Les comédiens sont déjà dans une voiture, ils partent, ils sont changés de costume, on a changé de décor, c'est trop tard. Par contre, d'une erreur, parfois, on apprend énormément, en fait. Et je pense que c'est une vraie leçon, ça, en fait. Il faut
Enfin, moi, en tout cas, j'ai gardé ça. Alors, je ne vais pas vous dire que j'essaye de faire des erreurs, c'est pas ça, mais en tout cas, de toutes les erreurs que j'ai déjà faites, alors c'est pas vrai, parce que j'ai déjà fait des erreurs catastrophiques, surtout quand j'étais assistant caméra, mais de toutes les erreurs qu'on fait, je pense qu'on apprend énormément. De tous les hasards, parfois. Voilà, ouais, les erreurs ou les hasards. Les imprévus, ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais assistant avec Walter, j'avais tout d'un coup, il n'arrêtait pas de changer les filtres, etc. Et je m'étais trompé, j'avais mis au lieu, à l'époque, on devait mettre, pour passer de la lumière du jour à la lumière artificielle, quand vous étiez en intérieur ou en extérieur, on devait mettre un filtre 85, un filtre tout orangé. Et je ne sais pas ce que j'avais foutu, mais j'en avais mis 3. Parce que j'en avais mis un devant l'objectif, un derrière, enfin bon, bref. Et donc, je l'ai vu tout de suite, je l'ai dit à Walter, et Walter m'a dit « Non, mais on ne jette pas cette boîte de pellicule, on va regarder comment c'est, parce que ça peut être intéressant. » Voilà, et en effet, il m'a appris que d'une erreur, il faut apprendre, en fait. Et là, bon, il y a effectivement le contraste qui est très frappant. C'est-à-dire avec parfois des visages qui sont presque les 3/4 dans le noir, mais c'est très beau en même temps. Mais ça aussi, au tournage, il y a les gros plans sont extraordinaires, il y a cette utilisation du rideau perlé. Voilà. Feu, ma mère, quand elle venait voir des films que je faisais, des courts-métrages et ce long-métrage, et je pense que c'est un truc qui m'est resté de mes études de photo. Moi, comme je vous ai dit, je me suis orienté vers le portrait. Et ce qui m'intéresse vraiment dans le cinéma, c'est, comme je vous ai dit, c'est plutôt le cadre. Enfin, en tout cas, pas dans le cinéma, mais dans mon poste de chef opérateur, c'est plutôt le cadre, c'est évident. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus proche de la mise en scène, c'est le cœur du film, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est la fabrication avec un réalisateur et les comédiens, bien évidemment, et le reste de l'équipe. Mais en tant que chef opérateur, on est au cœur, vraiment, on est, en anglais, on dit in the middle of the game. On est vraiment au milieu. Et donc ça, c'est passionnant. Maintenant, je pense que ce qui m'est resté vraiment de ma carrière de photographe de portrait, donc comme je vous ai dit, ben, c'est les visages, en fait. Moi, je pense que ce qui nous émeut, ce qui nous fait pleurer, ce qui nous touche dans un film, c'est les visages. Donc évidemment, les visages des comédiens, c'est leurs expressions, c'est tout ce qu'ils charrient dans leur gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment toutes les émotions, qu'ils soient beaux ou vilains, n'a aucune importance. C'est tout le problème de la photogénie, etc. Mais vous voyez, on voit à peine la comédienne, Paulina Galvez, qui est une comédienne espagnole. Mais par contre, on voit quelqu'un de magnifique comme ça, qui passe entre deux trucs, et c'est un personnage qui est comme ça. Manuel de Blas, c'est un magnifique vieux, il a une gueule abîmée, c'est un comédien à l'époque qui était au bout du rouleau, un comédien de théâtre, et tout ça, il le charrie, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est la tête. J'ai appris ça aussi par après, avec Bruno Dumont, mais je pense que dans les visages des films de Bruno Dumont, on voit tout le film, en fait. Voilà. Alors, on va passer quelques années, puisque Bruno Dumont, on a déjà été en sa compagnie ce matin. On va passer à une collaboration qui est particulière, qui est le seul film que vous ayez fait avec ce cinéaste, et c'est son dernier film. C'est Patrice Chéreau, et c'est Persécution. Donc, on est à plus d'une douzaine d'années après le film que vous venez de voir. C'est donc le dernier long-métrage de Patrice Chéreau. C'est l'histoire d'un couple joué par Romain Duris et Charlotte Gainsbourg. Un couple qui, à la fois, on sent qu'ils s'adorent, mais ils ne peuvent pas être ensemble, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et c'est l'histoire de ce couple qui essaie de se faire et qui peut-être va se défaire. Donc c'est une séquence centrale où ils n'habitent pas ensemble et où Romain Duris est en manque de voir Charlotte Gainsbourg, et donc il pénètre dans son appartement.
Daniel? Il se passe quelque chose. T'étais barricadé, dis donc. Hein. Tu sais, ça sert à rien de s'enfermer comme ça. Hein. T'es rentré quand? Et t'avais un rendez-vous ce soir, non? Ça s'est bien passé? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Faut pas rentrer par surprise chez les filles, tu sais pas ça? On sait pas sur quoi on tombe. J'aime pas quand t'es comme ça. Ben non. Je t'aime. Je peux rester? Alors, c'est étonnant parce que voir ces deux films à la suite, les deux extraits qui sont pourtant très éloignés à tous les points de vue, il y a quand même, on sent il y a des points communs. Enfin, ces visages dans l'ombre qui se découpent, ces profils. Enfin, c'est ce que disait ma mère. Bah oui, je pense que je sais pas faire autrement. C'est ça qui m'intéresse en fait. Bon, mais ce film c'est un peu particulier parce que j'ai énormément appris, moi, de Patrice Chéreau. Et vous pensez que un jeune chef opérateur comme moi, je vais commencer par le début. Si j'ai fait ce film, c'est grâce à Éric Gauthier, qui est un des parrains du festival. oui, c'était notre premier grand invité Parce au que premier Éric festival ici. a fait tous les films de Patrice après La Reine Margot. Et c'était vraiment, je pense que Patrice a découvert le cinéma grâce à Éric. Enfin, une certaine sorte de cinéma qui a été tout le cinéma de sa deuxième vie de cinéaste, en fait. Ce qui ne veut pas dire que les films qu'il a fait avant sont pas bien, mais c'était différent en tout cas. Et Éric n'était pas disponible pour faire ce film-là, et il m'a présenté à Patrice, et Patrice a décidé de faire le film avec moi. Patrice Chéreau, moi, c'était un de mes idoles. Homme de théâtre, d'opéra, grand directeur d'acteurs. Et en fait, une des particularités de ces gens-là, hommes ou femmes confondus, c'est qu'ils vous mettent au même niveau qu'eux. Mais moi, comme le stagiaire régie, comme l'assistant réalisateur, tout le monde est au même niveau. Les comédiens, bien évidemment. La même exigence pour tous. Pour les comédiens, s'ils ne connaissent pas leur texte, ils peuvent rentrer chez eux. Pour le chef opérateur, s'il ne sait pas faire tout ce que Patrice demande, ça ne va pas, etc., etc.
j'ai énormément appris, mais je pense que de tous les films que j'ai faits, j'ai appris. Mais je dois dire que de fréquenter des réalisateurs de ce... Il n'y a pas de catégorie dans les réalisateurs. On apprend avec un jeune premier réalisateur. J'apprends aussi énormément, évidemment. C'est pour ça que j'ai du plaisir à faire encore des courts-métrages. Mais c'est vrai que Patrice m'a amené des choses que j'ignorais. À la fin du tournage, quand on a terminé ça, le chef Machino et moi, qui était un vieux collaborateur à moi, on s'est tapé dans les mains parce qu'il y avait des mouvements de caméra que Patrice nous demandait qu'on n'arrivait pas à faire à la dolly, je vous assure, on n'arrivait pas. Il nous demandait de tourner à la dolly autour de table. On avait 1 centimètre entre le radiateur et la table pour passer. On se disait, mais comment on va faire? Moi, je devais aller prendre la bouteille, le visage qui était là-bas, repartir, tout ça extrêmement chorégraphié, extrêmement précis, pas du tout des trucs à l'arrache où on va chercher ce qu'on peut chercher. Non, il fallait chercher la bouteille à ce moment-là dans le texte, le billet à ce moment-là. Et c'était vraiment, moi, il y a des moments où je me disais, je ne vais jamais réussir à faire ce qu'il me demande. Là, je veux dire, il est fou, quoi. Et alors, après, il m'est arrivé des trucs assez incroyables, c'est que tout d'un coup, parce que moi, évidemment, la grosse erreur quand on travaille avec quelqu'un comme ça, c'est des gens qui cherchent la confrontation, bien évidemment. Hein. Pas la confrontation violente, mais l'échange. Pardon, pas la confrontation, l'échange. C'est des gens qui cherchent l'échange. Ils ont besoin de partenaires, en fait. Que ce soit des comédiens, des techniciens, ils ont besoin de partenaires. Ils n'ont pas besoin d'exécutants. Ben non, ils n'ont pas besoin d'exécutants. Ils veulent des partenaires. Patrice ne connaît rien à rien. Et il connaît tout à tout, mais il veut un échange, en fait. Et donc, évidemment, la position facile, c'est de vous mettre en exécutant. Mais ce n'est pas ça qu'il cherche. Et donc, ça, les gens qui travaillaient avec Patrice avant m'avaient prévenu. Ils m'avaient dit, voilà, tu vas devoir participer à tout ça. Et donc, évidemment, au début, j'ai participé à ça avec un peu de timidité, puis j'ai pris ma place, et ça s'est très bien passé avec Patrice. C'est très épuisant, je crois. Oui, c'est très. Il y avait une expression à l'époque, on disait que Patrice vous attrapait le matin et qu'il vous lâchait seulement à 20h30 et qu'il vous appelait encore le soir pour vous parler des rushs qu'il avait regardés. C'était un bourreau de travail. Hein, c'était un bourreau de travail. Il travaillait jour et nuit, et puis quand il faisait un film, il préparait un opéra à Milan, etc. etc. Enfin, donc ça aussi, vous apprenez que c'est des gens qui sont dédiés à 2000% à leur vie de créateur, puisque lui, il faisait et du cinéma, et du théâtre, et des lectures, enfin, il faisait tout. Et un jour, je me suis, sur une séquence de clés, d'ailleurs, qui est dans le film, je me suis surpris, en fait, à le contredire. Je me suis dit, à un moment donné, en parlant fort pour essayer de le persuader des trucs, je me suis dit, mais t'es fou, en fait, c'est Patrice Chéreau, t'es dingue, toi, qu'est-ce que tu fous là? Arrête, calme-toi. Et en fait, lui, ça l'excitait, en fait. C'est que tout d'un coup, je prenais ma position, en fait. Et donc, il y avait Jean-Hugues Anglade qui était là, que je connaissais, j'avais fait des films avant quand j'étais assistant, qui avait un grand sourire, qui me regardait avec un grand sourire, en voyant tout d'un coup que j'étais en train de prendre position par rapport à Patrice. C'est vraiment, c'est important parce que les réalisateurs ont besoin de collaborateurs, ils n'ont pas besoin d'exécutants. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas sur les films, on me demande de juste exécuter. J'ai compris que les réalisateurs vers lesquels j'aimais bien aller, c'était des gens qui avaient besoin de répondants, de partenaires, en fait, dans la création et dans l'élaboration de leurs films. Et ça passe évidemment par des moments de confrontation, d'idées, pas physiques, hein, mais d'idées, évidemment. Et ça, c'est très important. Alors, on va maintenant regarder un extrait d'un film qui est un film de Guillaume Niclou, avec qui vous travaillez beaucoup, parce que Guillaume Niclou fait beaucoup de films, presque un par an. Là, il y a un film que vous venez de terminer qui s'appelle Dans la peau de Blanche Houellebecq. Alors, non, moi, je n'ai pas fait ce film-là. Moi, je fais... Ah oui. Ouais, c'est ça. Guillaume, il a 2 opérateurs avec qui il travaille. Christophe Offenstein, avec qui il fait, je dirais justement, les films Thalasso, Blanche Houellebecq, là, qu'il vient de faire, qui est sur les écrans. Qui sont des films assez rapides. Qui sont des films assez rapides, tournés quasi à l'iPhone, à 6 ou 7 iPhones. Chaque membre de l'équipe a un iPhone. Et, voilà. Et puis moi, je fais un peu les films, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'aimerais bien peut-être faire ces films-là, mais comme ça. Je fais les films un peu plus, je dirais, installés de Guillaume. Donc j'ai fait La Religieuse, qu'on va voir. J'ai fait après ça La Petite, qui est un film de commande. Et je viens de terminer un film qui s'appelle La Divine, qu'on vient de terminer en février. Sarah Bernard, La Divine. Voilà. Ouais. Bon. Alors là, on va montrer un extrait de La Religieuse, d'après Diderot.
qui a déjà fait l'objet dans les années 1960 d'un film de Jacques Rivette avec Anna Karina. Ici, c'est Pauline Etienne qui joue le rôle principal. C'est l'histoire d'une jeune fille, enfin c'est un film d'époque, donc 18e siècle, qui est forcée par les circonstances familiales à devenir religieuse contre son gré. Donc, on regarde l'extrait, puis ensuite on pourra en dire un mot. 2013. Ce voile relève la blancheur de ton teint. Marche. Tu ne te tiens pas assez droite. Voilà, comme ça c'est bien. Ce bandeau t'a rendu le visage, il est dans tes joues. Dépêchons-nous, il est déjà 8 heures. C'est beau. Je suis à lui pour toujours. Je veux travailler à lui gagner des âmes jusqu'à mon dernier soupir. Vous entendez, ma mère, la demande que font nos sœurs. Ont-elles les qualités requises pour répondre fidèlement aux graves engagements qu'elles vont contracter? Je l'atteste. Mes filles, c'est un grand et redoutable serment que vous voulez faire en présence du ciel et de la terre. Au jour de votre jugement, les saints, les anges et Marie elle-même, votre mère bénie, s'élèveraient contre vous si vous aviez été infidèle. Êtes-vous bien disposé à sacrifier pour toujours votre volonté et ne jamais chercher d'autre amour que celui de Jésus? Je me déclare résolue à n'avoir dans mon cœur d'autre amour que celui de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, recevez vos servantes qui meurent au monde afin de vivre toutes pour vous, qui renoncent au monde pour ne s'attacher qu'à vous. Rendez-les dignes de cette vocation qui les unit à vous comme à leur époux, qui les assujettit à vous comme à leur Seigneur, qui les immole toutes à vous comme à leur Dieu, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous de dire toute la vérité? Je le promets. Est-ce de votre plein gré et de votre libre volonté que vous êtes ici? Marie-Suzanne Simonin,
Est-ce de votre plein gré, de votre libre volonté que vous êtes ici? Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, mon père. Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Je vous ai répondu non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Reprenez-vous, mon enfant. Je ne peux pas. J'ai promis à Dieu de dire la vérité. Il ne me le pardonnerait pas. Voilà. Alors, quel genre de défi vous pose un film et une scène comme celle-là, tournée dans ces décors-là, avec voilà, cette situation très oppressante, en fait? Donc là, on va parler un tout petit peu technique. Donc le film d'avant de Patrice Chéreau, ça a été fait en en pellicule, donc en 2 perfos. Ça, c'est un film qui est fait en 4 perfs en pellicule aussi. La Religieuse, ça doit être le dernier film que j'ai fait en pellicule. Je pense qu'après ça, j'ai fait tous les films en numérique. C'est une scène très particulière. Alors, c'est quoi la différence? Vous pouvez expliquer? Alors là, on est parti pour un long débat. Non, mais juste différencier. Alors moi, je fais partie de ceux qui trouvent qu'il n'y a pas de différence, mais c'est un autre média, quoi. C'est un autre médium, ou je ne sais pas comment on dit, mais c'est un autre support, en fait. Et je pense que vous voyez d'ailleurs ça, il n'y a pas tellement de grains, finalement. Donc on pourrait dire que ça se rapproche du numérique. Après, comme c'est scanné... Mais entre les 2 perfs et les 4 perfs... Alors les 2 perfs et les 4 perfs, c'était juste un système pour que ça coûte moins cher. En fait, globalement, on avait trouvé un système technique pour pouvoir tourner, au lieu d'employer le double de pellicule, on a employé la moitié. Après, ça avait des conséquences, parce que le négatif était plus petit, donc une moins grande qualité, mais enfin, il fallait vraiment... D'accord. Voilà. Et Éric Gauthier, avec Aton, a été un des gros promoteurs du 2 perfs pour pouvoir tourner le plus tard possible. Éric a encore tourné il y a quelques années en 2 perfs Aton. Voilà. Mais cette scène-là, elle est particulière et c'est toujours intéressant. Et comme je vous disais, les accidents, ça apporte toujours quelque chose. Guillaume Niclou a la même particularité que Chéreau, c'est qu'il considère qu'une équipe de tournage, comédiens compris, c'est une troupe. Chéreau vient du théâtre, donc on comprend ça tout à fait. C'est un truc qu'il avait sans doute mis en place avec les Amandiers et tout ça. Enfin, c'est un truc très personnel à lui. Guillaume, il a exactement la même chose, c'est-à-dire que tous les comédiens que vous voyez là sont à peu près dans tous les films de Guillaume. Pauline, elle est dans le dernier film que je viens de faire. Pauline Etienne, ouais. Pauline Etienne, elle est dans le dernier film, La Divine, que je viens de faire. Et inversement, voilà. Donc ça, c'est toujours assez passionnant. Moi, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans cette troupe, je dirais la partie technique, avec Guillaume, bien que j'ai fait, je crois, 5 films avec lui. J'ai fait 3 longs métrages et une série avec Gaspard Huliel et un unitaire pour Arte. Et cette scène-là, c'est particulier et ça fait partie de ces choses que les réalisateurs... d'une certaine manière, il y a un peu de perversité là-dedans, mais en même temps, c'est de nouveau la même chose. Ça nous amène quelque chose à nous, opérateurs, parce qu'en fait... En tant que créateur de lumière et de cadre, quand vous êtes opérateur, les possibilités sont infinies. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi, tout et son contraire, tout fonctionnera peut-être, etc., etc. Donc le film La Religieuse, c'est plutôt un film qui est fait en travelling, c'est un film plutôt établi. Le jour avant qu'on tourne cette séquence, on avait 2 jours prévus pour tourner cette séquence, on constate qu'on va pouvoir en avoir qu'1, 2 jours. D'une journée. Et donc Guillaume me dit... donc on a 2 fois moins de temps. On a 2 fois moins de temps. Au lieu d'avoir 2 jours de tournage, on a 1 journée de tournage. Et donc il y avait, je pense, 32 plans, je crois, à faire dans cette séquence, compris les plans au premier étage, qui nécessitaient un peu de machinerie. Et donc Guillaume, le soir, il y a une espèce de grosse réunion là où on m'appelle et Guillaume me dit on va faire tout à l'épaule.
Et donc moi, je suis gardien du verger. Hein, donc comme je l'explique souvent, je pense que souvent quand vous êtes réalisateur, vous pouvez avoir tendance à vous perdre parce qu'il y a tellement de questions, tellement de choses à gérer, etc. C'est pas compliqué d'aller dire tout d'un coup oui à quelque chose que vous n'avez pas du tout envie, mais on y va. Et le chef opérateur, souvent, la chef opératrice, souvent sont là pour dire non, fais attention, si tu dis oui à ça, on va perdre ça en fait. Et ça, c'est quelque chose auquel tu tiens. Donc voilà, donc je suis un peu le gardien du verger. On essaie que tous restent dans le truc. Donc c'est l'anecdote que je te racontais avec Bruno Dumont, où il m'avait dit, tu fais un jour il m'avait hurlé dessus en me disant, mais tu fais plus du Bruno Dumont que du Bruno Dumont, Yves, ça me casse les couilles. Ben, j'avais dit, mais c'est plutôt un compliment pour moi. Mais donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Et là, donc Guillaume me dit ça, je lui dis, oui, c'est bizarre, on fait tout le film en travelling, hyper élégant, etc. Et tout d'un coup, tu veux une caméra à l'épaule. Après, de nouveau, la séquence a gagné à être à l'épaule. Pas simplement qu'on a pu la tourner, ce qui est d'ailleurs tout à fait faux. Hein, c'est pas parce que vous travaillez à l'épaule que ça va plus vite. Hein. Ça, c'est une légende que les producteurs essaient de faire rentrer dans la tête des réalisateurs, mais c'est tout à fait faux. Parce que ce qui prend du temps, c'est la mise en place. C'est pas d'avoir la caméra à l'épaule ou sur un travelling. Hein. C'est une légende, pas urbaine, mais c'est une légende, quoi. Donc en fait. Mais en fait, on a gagné quelque chose, parce qu'on a gagné de ce moment assez critique, où devant toute cette audience, on a gagné de fragilité, en fait. De la vie et de fragilité dans une séquence quand même assez rigide. Voilà. Techniquement, pour moi, ça a été un enfer, donc, avec mon chef électro, parce qu'en fait, on est dans une église en Allemagne. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, il y a dehors, je crois, 6 nacelles avec, à l'époque, le plus gros projecteur qui existait, le 18 kg Fresnel, qui rentre dans chaque fenêtre pour faire la lumière du jour. Et ça simplement me donnait de la luminosité, en fait, simplement me permettait de tourner à l'intérieur, parce qu'une église comme ça en hiver, nous on a tourné. Je pense que dans l'église, dans certaines séquences, je pense pas, je sais, Pauline qui était pieds nus, il faisait moins 12 dans l'église. Dans l'église, le matin quand on partait, nos voitures démarraient pas, quoi. Je crois qu'ils faisaient moins 25 dehors en Allemagne quand on était là. Et donc il y a 6 nacelles avec des 18 kilos qui rentrent par chaque fenêtre. Et puis après, ça me donne juste du niveau. Donc je dois essayer de faire un tout petit peu plus que ça. Un peu de lumière, quoi. Voilà. Travailler. Voilà. Et donc il y a des petits projecteurs qui vont faire des touches de soleil comme ça, des petits soleils d'hiver, un peu à gauche et à droite. Après, moi, quand je revois la séquence, j'ai toujours... c'est souvent, quand on est opérateur, quand on revoit des choses qu'on a fait, on se dit, tiens, j'aurais dû faire ça. Mais je sais ici pourquoi je ne l'ai pas fait, parce qu'on n'avait pas le temps, en fait. C'est-à-dire que les gros plans de Pauline, j'aurais bien aimé les travailler un peu plus, pour que la lumière soit un peu plus douce sur son visage, etc. Voilà, j'ai pas pu choisir l'orientation de Pauline par rapport à mes projecteurs qui ne pouvaient pas bouger parce qu'il y avait 6 nacelles d'or, c'était un enfer. En plus, les nacelles, on n'a jamais réussi à les descendre. Ils ont réussi à les descendre en jetant des seaux d'eau bouillante dessus parce qu'ils avaient gelé en haut. Enfin bon, bref. Mais donc voilà, mais tous ces accidents de tournage, ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est de l'anecdote. Mais en fait, finalement, ça va vous donner, en fait. Il ne faut pas essayer d'aller contre les accidents, moi je pense, parce que quand on va contre les accidents, on peut bloquer tout. Or, tout d'un coup, d'arriver à réfléchir comment de cet accident on arrive à en faire un atout, c'est là où on devient intéressant en fait. Enfin, voilà, on devient intéressant, c'est là où ça devient intéressant. Et cette solution, elle vient de nos collaborateurs, hein, souvent. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin et que je suis très attaché aux chefs électro, chefs machinaux, assistants caméra, bien évidemment. Parce que tout d'un coup, c'est d'être à l'écoute de ces gens et pas que ça. Ah tiens, on ne ferait pas comme ça, non, tiens, on ne ferait pas comme ça. Évidemment, il y a des solutions. On est toujours plus intelligent à 4 que tout seul, hein, c'est évident. Hein, c'est plus compliqué à 4, mais on est plus intelligent. Il y a 4 cerveaux qui fonctionnent en même temps, c'est mieux, quoi. Donc voilà, il y a eu des accidents là et on en a fait un atout en fait. C'est intéressant parce que dans la séquence qu'on vient de voir, vous avez un contraste énorme entre l'immensité de l'espace de l'église et puis la sensation d'enfermement. Je veux dire, parce que cette jeune femme, cette jeune fille, elle est opprimée et elle est enfermée en fait. Le voile
et c'est presque comme un linceul qui l'isole, enfin qui la colle à terre, et puis elle est vue par, il y a les parents qui sont de l'autre côté de la grille, comme si il y en a qui étaient en prison, et puis que les gens de l'extérieur les observaient. Je pense que la religieuse, même Diderot à son époque, je pense que la religieuse, c'est l'histoire de la libération d'une jeune fille. Oui. Je pense que c'est un roman, enfin, c'est ça la religieuse en fait, c'est une jeune fille qui va se débattre dans un cadre religieux, certes, mais on peut l'extrapoler beaucoup plus largement. C'est une jeune fille qui va s'émanciper, en fait. C'est ça, la religieuse. Et là, on voit très bien, même visuellement, le système qui l'enferme, en fait, et dont elle va vouloir. En fait, c'est toujours une histoire. En fait, quand on analyse les films qu'on fait avec un réalisateur, quand on est la tête dans le projet, parfois on ne voit pas ça. Mais je pense que pas mal de films que j'ai fait avec Guillaume tournent autour de ce sujet. Par exemple, La Divine qu'on vient de faire, qui est un film autour de Sarah Bernard. Sarah Bernard était aussi une femme libérée dans une époque où les femmes n'avaient pas droit à la parole. Et en fait, ce qui est particulier dans la façon dont Guillaume le fait, qu'il a fait aussi sur la religieuse, c'est qu'il ne pointe pas ça, en fait. Mais c'est quand même ce sujet-là qu'il choisit. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que il ne fait pas du militantisme. Bon, il aurait du mal en tant qu'homme, mais en tout cas, il pointe quelque chose, en fait. Il pointe une femme dans La Divine, Sarah Bernard, une femme extravagante, libérée sexuellement, politiquement très libre, juive en France à une époque de l'affaire Dreyfus, etc., qui va vraiment prendre position sur ça. Et la religieuse, c'est la même chose. C'est une jeune fille qui s'émancipe. Oui, qui dit non, d'abord. Qui dit non, ouais. Voilà. C'est très beau. On ne va pas sans doute avoir le temps de regarder tous les extraits. Le prochain qui est prévu, c'est un film de Bertrand Bonello, qui vient qui a un film en salle là, qui est La Bête. Là, c'est un film très particulier qui s'appelle Zombie Child, qui est à la fois un film de zombies et un film de communauté de jeunes filles. Alors, parce qu'il y a deux histoires parallèles. Il y a l'histoire d'un zombie, voilà, on est à Haïti, un zombie qui est une légende haïtienne, qui a existé. Donc c'est un aspect presque documentaire sur le côté, voilà, qu'il a existé ou non, mais c'est une légende en tout cas. Voilà. Et donc c'est la reconstitution un peu de cette histoire de ce mort-vivant. Donc il y a un côté fantastique. Et puis sinon on est dans un pensionnat de jeunes filles. C'est l'école de Saint-Cyr, je crois. De jeunes filles de l'élite qui subissent, qui ont une non. Saint-Denis, j'ai oublié comment ça s'appelle. La Légion d'honneur. Et alors, il y a dans le récit, il y a un lien entre les deux histoires. Et là, on va justement avoir une séquence haïtienne, puis une séquence dans l'école de la Légion d'honneur avec les jeunes filles, avec deux ambiances très différentes. D'ailleurs, si vous regardez très vite, il y a Raphaël Quenard qui joue le rôle, à l'époque il était totalement inconnu, qui joue le rôle d'un professeur de chimie. Et donc on regarde aussi pour le contraste entre ces deux univers qui vont se rencontrer dans le film. Film de 2019, je crois.
Un corps pur, c'est quoi? Bon. Un corps pur, c'est une matière qui va présenter un ensemble de caractéristiques physico-chimiques qui vont constituer sa carte d'identité. Donc, qu'est-ce qui peut caractériser une matière, par exemple? Essayez de répondre. Essayez de la température de fusion, ça vous dit quelque chose? La solubilité? Non? Bon. Alors, un corps pur, c'est une matière qui se distingue du mélange. Mon amour, ton dernier message m'a brisé. Il m'a fracassé. Pourquoi? Nous allions nous revoir dans moins de 2 semaines. J'étais folle de joie, d'amour, de désir. Là, c'est fini. Tes mots m'ont fini. J'ai juste envie de mourir tout de suite. Voilà. Alors, je trouve très intéressant parce que on a l'impression d'une image réaliste, mais en fait la lumière dit énormément de choses, et la couleur aussi, et l'opposition entre le noir et le blanc, l'ombre et la lumière dans ces deux séquences. Ouais, j'ai pas mal échangé avec 2-3 étudiants ici. Moi, je suis, ça veut rien dire, mais je suis un naturaliste, qui est un terme qui est pas du tout, qui est un terme qui a été inventé pour la littérature, pas du tout pour la peinture ou le cinéma, comme on pourrait le croire, mais je suis un naturaliste. Donc, quand je suis un naturaliste, je suis obligé pour créer des choses, je suis obligé de m'appuyer sur la réalité, en fait, sur le naturel, d'une certaine manière. Après, je suis pas du tout un documentaliste, parce que j'essaye de travailler... Un documentariste, ouais. Mais dans l'esprit de lumière, je suis pas je fais pas du documentaire, c'est-à-dire que j'essaie de m'appuyer sur des choses réelles. J'arrive pas à créer de la lumière si j'arrive pas à la justifier, en fait. Donc là, par exemple, c'est un exemple typique. Quand on fait le gros plan de la jeune fille qui pleure toute seule, j'ai besoin de contraste, c'est des murs jaunes horribles, etc. J'ai besoin de contraste. Donc je vois le plan large, je me dis comment est-ce que je pourrais créer du contraste dans un petit bout de mur d'une jeune fille appuyée sur un mur sans profondeur, comme on aime bien mettre.
Donc je suis obligé de créer des ombres, je suis obligé de créer une autre qui est tout à fait trichée quand on voit le plan large, mais au moins je la justifie parce que ça vient de la cage d'escalier. Je suis obligé de faire ça, moi. Je n'arrive pas, on a parlé de ça avec ses étudiants. Pour moi, par exemple, une souffrance, c'est de faire les séquences de rêve, parce que les séquences de rêve, on a parlé de ça un peu avec toi aussi, Bin, je crois, c'est les séquences de rêve, pour faire comprendre aux spectateurs que vous êtes dans un rêve, il faut introduire tout de suite quelque chose à l'image, ou quelque chose qui est différent, en fait. Or moi, je n'arrive pas à faire ça parce que c'est compliqué. Donc là, par exemple, je viens d'encore avoir Michel Franco ce midi sur un film qu'on va envoyer à Cannes, qu'on a fait cet été. Et il me dit, il y a des gens qui ne comprennent pas encore que la séquence, ça devient un rêve. Et je lui dis, à un moment donné, Michel, on s'en fout, quoi. Je veux dire, voilà, on a décidé de le faire comme ça. Si les gens ne comprennent pas que c'est un rêve, on ne comprend pas que c'est un rêve. Parce qu'en effet, ce qu'on essaie de faire, du coup, c'est de les introduire le plus possible dans le réel, en donnant les clés aux spectateurs qu'il y a quelque chose de faux. Donc ça ne peut pas être le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pourrais vous donner des exemples, mais voilà, alors évidemment, être un naturaliste, vous vous tirez souvent une balle dans le pied, parce que si vous vous référez à la lumière d'une pièce, ça veut dire que vous devez occulter des choses, etc. Mais moi, j'arrive pas à faire autrement, en fait. Et comme je n'aime pas appuyer le récit par la lumière, on a parlé de ça tout à l'heure par rapport à la musique rajoutée sur le film. Je ne parle pas de la musique incluse dans le film. Je n'aime pas faire. C'est comme pour la machinerie et comme pour les mouvements de caméra. J'aime bien que le spectateur, et je travaille beaucoup avec des réalisateurs comme ça, que l'audience puisse se faire son propre opinion, que les sentiments. Si on a raté, on a raté. Mais il ne faut pas faire un travelling avant pour aller souligner l'émotion. Si le gros plan n'est pas assez émouvant, eh ben c'est qu'on a raté. Nous, le comédien, on a raté notre coup. Voilà, et les extérieurs, les extérieurs à Haïti, par exemple, ils sont. Les extérieurs à Haïti, on n'a pas le temps de parler de ça, mais bon, d'ailleurs, Haïti, c'est une situation dramatique, d'ailleurs, pour l'instant, mais c'était assez passionnant parce qu'on est allé là-bas, évidemment, avec une toute petite équipe. C'est un film Zombie Child qui est produit par Bertrand et Judith Loulévy des films du Mal sur leur fonds propre. Il y a quasi pas je pense qu'il n'y a même pas d'intervention. C'était un film, comme on appelle ça, un film annexe 3, où on a travaillé pour faire ce film parce que ce projet nous intéressait à l'image, à la déco, enfin tous les gens qui ont intervenu sur ce projet. Et à Haïti, on s'est retrouvés, globalement, mon assistant de caméra et moi. Je pense que cette séquence, elle a tourné à 3-4 heures du matin. À Haïti, on avait été prévenus, il y a des coupures de courant dans les villes. Donc tout d'un coup, si vous dites en repérage, tiens, on va s'appuyer sur les réverbères, quand vous arrivez, il n'y a plus de réverbères, la ville est dans le noir. Donc en fait, tout est refait, en fait. Tout est recréé, en fait. Mais donc on avait amené des tout petits projecteurs LED sans batterie qu'on a été placés à gauche et à droite pour refaire la lumière, en fait. Et on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait vraiment des coupures de courant pendant les prises. Donc ce qu'on gagnait, c'était un peu de télévision, des choses comme ça qui se rallumaient tout d'un coup à l'intérieur dans les maisons. Et tout est sur batterie, en fait. C'est intéressant d'ailleurs, ça me rappelle l'extrait dans Persécution. À un moment, on se dit, tiens, mais il y a l'image qui clignote, on ne sait pas pourquoi. Puis après, on voit que c'est une télé. Ouais. Ouais, alors c'est compliqué hein, quand vous êtes un naturaliste, c'est compliqué en fait parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie de vous battre contre quelque chose qui est normal en fait, même si c'est pas extrêmement joli ou que vous avez du mal à le justifier. Alors il faut à un moment donné, si on ne voyait pas cette télévision, ça me poserait un vrai problème. Heureusement, on la voit un tout petit peu, oui. Mais voilà, j'aime bien ça. Et ça me permet d'avoir développé au fur et à mesure des années, et c'est intéressant, moi quand je vois tous les films comme ça, j'ai vraiment très fort évolué de la façon dont je travaille, d'une façon extrêmement libre, le plus légère possible, pour pouvoir justement répondre rapidement aux questions en fait, et travailler avec le plus possible avec ce que j'ai. Ce qui me donne. Alors après, évidemment, c'est compliqué parce qu'on sait que dans le cinéma, on a des raccords. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous faites une séquence sur 3-4 jours, la même séquence sur 3-4 jours dans une même pièce et que le soleil tourne autour des fenêtres, évidemment, vous êtes tenu à des raccords. Donc, si la lumière rentre tout d'un coup de midi à 6 heures et que vous tournez jusqu'à 6 heures, et que le matin, vous avez commencé la même séquence, ça ne va pas quand le soleil rentre. Donc voilà, on a des problèmes comme ça, mais moi, j'essaie
de vivre avec ça le plus possible, en fait. Alors, on va regarder maintenant un extrait d'un film d'Émilie Atef qui s'appelle Plus que jamais. Oui, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne travaille pas qu'avec des hommes, parce que j'ai fait pas mal de films avec des femmes réalisatrices. Et globalement, on va voir White Material qui est programmé. Ouais, qui est programmé. Ici, j'ai travaillé avec Émilie, Claire j'ai travaillé Denis. avec Emmanuel Berco. Voilà, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est pas la même personne, mais et puis c'est intéressant parce que si ça change les choses, bien évidemment, mais les sensibilités féminines, alors c'est pas du tout une règle, mais ça peut être très différent et souvent les femmes réalisatrices, et ça se comprend tout à fait. C'est un peu le problème qu'ont les femmes dans le cinéma, c'est qu'elles doivent affirmer leur position parce qu'elles sont quand même minoritaires, malheureusement. Et donc c'est toujours intéressant parce qu'on a souvent face à nous des femmes très très fortes et j'aime assez bien ça, moi. Alors là, en l'occurrence, Vicky Krieps joue le rôle d'une de ces femmes fortes, mais qui est terrassée par une catastrophe. Elle est malade, et très malade. Et c'est en train de miner le couple qu'elle forme avec son mari joué par Gaspard Ulliel, qui n'apparaît pas dans cet extrait. Et à un moment donné, elle décide de partir en voyage. Et là, c'est son arrivée en Norvège. Donc, plus que jamais, c'est un film qui doit dater de 2021. Hélène? Oui? Mystère? Je m'appelle Bent. Merci. C'est magnifique ici. Sans doute. Je me suis habitué. You don't look anything like the pictures on your blog. What picture? Like the pictures in the hospital gown? The naked ass? Ah, him. That was my roommate. I see. I never said it was me. Let me take you to the hut first.
Voilà. This used to be a boathouse. I put some towels there and there's a bottle of water. And for the toilets, you can come up to the house. And, alors, à tout à l'heure. Merci. Je suis bien arrivée, point. Je vais bien, point. Tu me manques, point d'exclamation. En majuscule, beaucoup, point d'exclamation. Alors, oui, c'est la version anglaise, donc voilà, elle a fait connaissance de ce Norvégien avec une photo qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il est dans la réalité. Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé, ou tu m'as demandé, pardon, de choisir cet extrait ? Parce qu'en fait, on ne le voit pas dans le film, mais après ça, il monte un peu plus haut, elle va se retrouver dans la maison après, elle essaye de dormir. Et ce film, pour moi, ça a été une vraie gageure pour ce problème que je vous ai expliqué, que je suis un naturaliste. Donc pour moi, le studio, c'est compliqué pour moi, le studio, parce qu'on sort du total du naturalisme. C'est-à-dire tourner en studio dans des... Tourner en studio, des choses, évidemment, c'est très compliqué pour moi. Enfin, c'est pas compliqué, puisque je fais ça depuis toujours. J'ai la chance de faire énormément de publicité à une époque et j'ai appris à travailler en studio. Puis j'ai travaillé avec des opérateurs quand j'étais assistant. J'ai vu comment on faisait. Mais moi, en tant philosophiquement parlant, bien qu'on s'en fout, mais ça me pose des problèmes parce que en studio, il faut tout refaire, en fait. Il faut tout recréer, en fait. Il n'y a aucune base réelle. Il n'y a pas de réalité, en fait. Donc, en fait, il faut tout refaire. Donc, moi, quand je travaille en studio, évidemment, je pars d'un postulat qui est que je veux recréer exactement ce que j'aurais si je n'étais pas en studio. Or, dans ce film, en Norvège, dans toutes les séquences norvégiennes, tous les intérieurs sont dans un studio, un décor construit. Ce qu'on vient de voir, la hutte, la cabane, en fait, où elle rentre, c'est en studio au Luxembourg. L'intérieur. L'intérieur. Et l'extérieur, on repart dehors. Et donc, en fait, donc déjà, vous imaginez comme c'est compliqué pour les comédiens, parce qu'en plus, là, la particularité, c'est qu'on a tourné ce film juste quand la Norvège s'est libérée pour le Covid. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on a dû faire une quarantaine de semaines qui ont été magnifiques. On a pu aller se promener dans les montagnes que vous voyez là, à 4 ou 5, faire des énormes balades. Donc, ça a été magnifique. On était en quarantaine entre nous. Mais... donc ça, c'est les plaisirs, hein, parfois de voyager à l'étranger quand on est opérateur et d'être en équipe, justement. Mais donc, on a tourné tout ce qui est intérieur avant de tourner les extérieurs. Donc, on ne savait pas l'état de neige qu'il y aurait en arrivant là-bas, quoi. Donc le studio d'abord. Le studio d'abord, et puis alors on le voit pas dans cette séquence-là, puisqu'il y a des rideaux qui sont tirés. Mais dans la maison en haut, il n'y a que des fenêtres. Donc, ce qu'on voyait à travers les fenêtres, la neige, on ne savait pas très bien ce qu'on aurait. Voilà, alors ça fait partie des trucs. On a joué au poker, on a gagné là aussi, en l'occurrence. On a imaginé une certaine quantité de neige et ça a correspondu à peu près à ce qu'on avait là. Parce que, voilà, mais donc voilà, j'aimais bien cet exemple parce qu'en même temps, c'est mon métier. Si un réalisateur me demande de venir faire une séquence en studio, je ne peux pas lui dire « bah non, moi je suis un naturaliste, je ne vais pas en studio, va te faire foutre ».
voilà, c'est mon métier, j'ai une technicité, je suis obligé de l'employer, mais j'essaye de forcer, enfin j'essaye de contraindre la technique à mes envies à moi, en fait. Je pense que c'est toujours très important que la technique ne prenne pas le dessus. D'ailleurs, je suis plutôt un grand maltraiteur de caméra, parce que je pense que tout ça, c'est des outils, et je pense qu'en aucun cas, jamais, la technique ne doit venir au-dessus de quoi que ce soit. Elle ne doit pas imposer. Elle ne doit rien imposer. C'est la catastrophe quand ça impose quoi que ce soit. Elle est au service. Voilà, et c'est pour ça. Alors, bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais moi, je travaille souvent avec les Sumilux, qui sont des optiques de Leica, qui sont sponsors du festival ici, mais pour une raison bien simple, parce que pour ceux qui connaissent un peu ça, moi, j'ai du mal à aller vers les objectifs vintage, parce que je ne veux pas je ne veux pas dire à un réalisateur, je ne peux pas m'appuyer sur cette fenêtre parce que on ne verra plus rien et on n'aura que du flair. Donc certains objectifs, quand on se met face à des fenêtres, font une image toute blanche qui disparaît en fait. On n'a presque plus d'image. Et je ne veux pas, moi, faire si le réalisateur me demande de m'appuyer sur une fenêtre, je veux pouvoir lui dire oui. On peut s'appuyer sur une fenêtre. Voilà, donc en aucun cas, la technique je me bats pour que la technique ne m'impose rien. C'est pas très compliqué, hein, mais j'essaie de faire ça. Alors, maintenant, c'est le temps de passer à la discussion avec la salle. Si vous avez des questions à poser à IFCAP, c'est le moment ou jamais. Sauf si vous le croisez, mais il va bientôt repartir. Donc, levez la main, on vous donnera un micro pour que tout le monde puisse entendre ce que vous dites. Est-ce que... Voilà, alors... Oui, il y a des mains il y a une main presque au dernier rang, là, oui. Où ça? Je suis un petit peu loin, vous voulez faire passer le micro? Non, parce que c'est enregistré, donc si vous pouviez prendre le micro, on lui fait passer. Bonjour Monsieur Cap, juste une question. Ma mémoire me joue peut-être un tour, mais il me semble qu'Henri Alécan avait dit que Dieu était le premier chef-op, le premier directeur photo, et vous vous revendiquez comme naturaliste. Est-ce que effectivement c'est un challenge de composer avec cette problématique de la lumière du soleil en fait? Henri Alécan avait dit que Dieu est le premier chef opérateur. Donc l'idée de composer avec ce qui existe, la lumière du soleil ou la lumière naturelle. Oui, mais moi je suis pas Henri Alécan et je pense pas que Dieu est le chef opérateur. Je suis plutôt même l'inverse. C'est une blague assez récurrente dans les équipes de cinéma et c'est une blague, je trouve, d'assez mauvais goût en fait. Moi je suis pas du tout Dieu, au contraire. J'ai autant à apprendre des étudiants à qui j'aime bien transmettre mon métier que d'un réalisateur, que de qui que ce soit. Moi, Non, mais ce qu'il voulait dire, je pense aussi, c'est que les chefs opérateurs doivent composer avec quelque chose qui est imposé par Dieu, c'est-à-dire la lumière naturelle. Ah oui, alors ça c'est différent. Ouais, ça c'est différent. C'était le sens de ma question. Oui, pardon. Mais ça a remis les choses au point en même temps. Je suis pas Dieu. Pour ceux qui auraient pu le croire. Alors oui, et en fait c'est un jeu. C'est un jeu du chat et de la souris en fait. C'est parfois très compliqué parce qu'il y a des continuités à respecter, parce que de jouer avec la lumière, ça impose au chef opérateur de mettre son nez dans le plan de travail. Donc le plan de travail, c'est l'ordre des plans qu'on va tourner dans la journée. Évidemment, si vous tournez des gros plans quand il y a plein soleil d'un comédien ou d'une comédienne à midi, il va avoir le soleil comme ça va être horrible, ça va lui creuser les yeux, il va avoir un peu de lumière sur le nez, etc. Donc ça impose de mettre son nez dans le plan de travail. Moi, je fais ça. Pas dans la lumière, du coup. Oui, enfin, c'est-à-dire que ça fait une. Ouais, voilà, et de travailler avec l'assistant réalisateur pour décider, cette séquence-là, je préfère la tourner le matin ou le soir parce que je préfère la lumière contre-jour ou de face, etc. Mais en aucun cas. Alors, après, il faut faire des nuances. C'est qu'il y a eu une époque
Donc, par exemple, Pierre Lhomme était un opérateur qui, en extérieur, donc il y a des scènes célèbres de Pierre Lhomme, Cyrano de Bergerac, en extérieur, sur des places où il contrôle totalement la lumière, mais par des moyens techniques gigantesques, titanesques. Moi, je ne fais pas des films comme ça. Enfin, je ne fais pas des films, c'est pas en qualité, hein, mais je ne fais pas des films où j'ai la possibilité de contrôler à ce point-là. Avec ces moyens-là. Avec ces moyens-là, exactement. Et donc, j'ai mis au point une autre technique plus petite, plus à la mesure des films que je fais, qui marche tout aussi bien, hein, pour pouvoir jouer avec le soleil. Voilà, mais c'est quoi cette technique, en gros? Par exemple, Pierre Lhomme, quand il devait tourner d'or, il mettait un vélum sur toute la place. Oui, toute la place est dans le noir et puis on voilà, éclaire. Il éclaire. Moi, je demande à mes électros de se balader avec un petit cadre de 2 mètres sur 1,20 m et avec 2 perches, de le balader au-dessus de la tête des comédiens. Ça fait le même effet. Sauf qu'évidemment, si on fait un plan large, moi, j'ai pas le borgnole. Mais le plan large, c'est un plan large en même temps. Donc si tout d'un coup, le comédien a le soleil un peu comme ça, c'est un plan large. Peut-être que ça se verra pas. Voilà. Enfin, ça se verra pas d'ailleurs. Je peux vous le confirmer. Donc voilà, mais alors c'est compliqué parce que moi j'enseigne un petit peu. Je fais pas mal d'échanges avec les comédiens et maintenant avec les étudiants. Et c'est vrai qu'à notre époque, on voit énormément de photos sur Instagram et sur les réseaux sociaux avec des moyens titanesques mis en place par des films aux États-Unis, etc. On n'a pas les moyens de faire ça en France. Sur 90% des films, il y a un tout petit peu de films qui ont ces moyens. Et puis moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce n'est pas ces films-là qui m'intéressent, en fait. Je ne vous dis pas que j'aimerais pas faire Cyrano de Bergerac, mais ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des réalisateurs comme Émilie, réalisatrices comme Émilie, etc., qui ont des visions très personnelles du cinéma, et c'est des choses qu'on crée avec les comédiens, avec Vicky, avec Gaspard, avec les autres comédiens que vous avez vus. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres questions? Oui, c'est toujours au fond là-bas. Pour la prochaine question, si quelqu'un veut lever la main, on lui passera le micro plus vite comme ça. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous préférez faire dans votre métier? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? C'est définitivement la relation avec le réalisateur et les comédiens, en fait. C'est cette espèce de moment magique qu'on appelle la mise en place. Donc ça, la mise en place, c'est le moment où on se retrouve sur le décor, hein, avec une équipe, avec les comédiens, tout le monde est là, et on va répéter, ou pas répéter d'ailleurs, hein, on va décider comment on va tourner les 4 pages de scénario ou les 2 lignes de scénario et qu'est-ce qu'on va faire. Ce moment-là, qui est un moment en fait de création intense, c'est un petit jet de création. En fait, parfois on trouve la solution en 10 secondes, parfois ça prend 2 heures, hein, voire 2 jours, hein, voire on doit recommencer. C'est ce moment-là définitivement que j'aime le plus, en fait. C'est ce petit moment. Après, pour arriver correctement tous au bon moment et comment dire, avec un esprit frais et détendu à ce moment-là, on est obligé de faire de la préparation pour ça. On ne peut pas arriver à ce moment-là comme ça, la fleur au fusil, j'ai tendance à dire. Mais donc il y a évidemment avant ça une préparation. Et puis une fois qu'on aura trouvé ce petit moment de création, il y aura l'exécution de ça. Et l'exécution me plaît aussi. Mais vraiment, ce moment-là, il est très jouitif, vraiment. C'est un moment... et puis, surtout, il est jouitif parce que c'est un moment commun. C'est un échange entre les comédiens, le réalisateur, le chef opérateur. Pour rien vous cacher, souvent, ces moments-là, c'est vraiment entre ces 3 corps de métier-là que ça se passe. C'est assez rare que les gens de son se mêlent à ça. C'est assez rare que les gens de la déco se mêlent à ça. Parfois, la script...
Voilà, mais souvent ça se passe avec ce cœur-là, ce noyau-là. C'est pour ça d'ailleurs que moi je considère que le métier d'opérateur est assez passionnant, parce que ce moment-là existe en fait, et c'est ce moment-là où vraiment la scène va se décider. En fait, c'est ce moment-là où la mise en scène va se faire. En fait, et c'est ça qui est intéressant en fait. Comment on passe de mots à l'image en fait. Merci beaucoup Yves Cap et à tout à l'heure.